Voilà, je m'appelle Lina. Je ne suis pas française, je ne suis pas née, je n'ai pas grandi en France, et pourtant je parle, j'écris et je réfléchis en français. Je suis l'auteur de plusieurs publications en langue française. Dans les librairies en France, vous me retrouverez dans la catégorie auteur francophone. Quand mon premier puis mon deuxième livre sont parus, certains y ont vu un paradoxe. On m'a posé la question suivante. Né et vivant au Liban, pourquoi est-ce que tu écris en français? Pourquoi tu n'écrirais pas en langue arabe, ta langue maternelle, ou en langue anglaise, si c'est la mondialisation que tu vises? Cette question posée a posteriori, elle m'a un peu semblé paradoxale à moi. Parce que moi, quand j'écris, quand mon flux vient, quand mon inspiration coule, je ne la commande pas et elle vient en français. Alors je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qui commande le choix d'une langue d'écriture? Et qu'est-ce qu'une langue maternelle? Qu'est-ce qu'une langue étrangère aussi? Sont-elles si clairement définies? La frontière entre les deux est-elle si clairement délimitée? N'est-elle pas floue quelque part? Pour essayer de creuser cette énigme, de trouver réponse à cette question et pourquoi pas renverser ce paradoxe, j'ai été creuser cette impensée. Et je me suis posé la question de savoir quel rapport j'entretiens avec chaque langue. Pour cela, je suis montée au moment de la rencontre. Alors il faut dire qu'au moment de la rencontre, je n'ai pas eu grand mérite parce que je suis tombée dans la marmite du trilinguisme à la naissance. Je suis née dans un pays où le système scolaire est ainsi fait. C'est un système bilingue où on a accès à 3 langues dès les classes primaires et après au complémentaire. La langue maternelle, la langue arabe et puis 2 langues étrangères, l'anglais et le français. D'accord, mais je n'ai toujours pas répondu à ma question. Pourquoi est-ce que j'écris en langue française? La langue maternelle, c'est la langue des parents de la maison. Et si je revenais à la maison? Je dois vous avouer une chose aussi, c'est que moi, à la maison, dès mes premiers balbutiements, j'ai appris mes premiers mots en 3 langues, en arabe, en français, en anglais. Papa, maman, Habib et toi, mon amour, Hayat et toi, ma vie, ok, it's gonna be ok, n'aie pas peur, Michel Hal, ça va aller. Donc, des mots pour dire je t'aime, des mots pour rassurer aussi en 3 langues. Pour rassurer, parce que si je suis née, il faut l'avouer, je suis née dans un pays en guerre, mais rassurez-vous aussi, quand à la naissance on est dans un pays en guerre, on pense que cela est normal. On pense que c'est normal d'étudier 3 langues sous les bombes. On pense que c'est normal d'étudier à la lumière de la bougie parce que l'électricité est coupée et le courant est rationné. On pense que c'est normal d'apprendre sa grammaire en 3 langues. S'il y a une image qui me revient de cette époque-là, c'est bien l'image d'une grande table de la salle à manger et moi assise à un bout de la table faisant mes devoirs de petite fille, alors que dehors il y a la guerre et à l'autre bout de la table, mon père, un avocat, tenant son stylo à la main, en train de rédiger ses réquisitoires et autres plaidoyers, à présenter au tribunal le jour où ce tribunal sera ouvert, un jour d'accalmie. S'il travaillait à partir de la maison, c'est qu'il y avait de l'insécurité, qu'il ne pouvait pas aller à son bureau. Comme moi, ce jour-là, je ne pouvais pas aller à l'école. Donc, sur une même table, 2 personnes qui font leurs devoirs, sur une même table, en plusieurs langues. Lui, en langue arabe, la langue officielle, la langue des lois, mais aussi en langue française, parce que le Liban est un pays qui était sous mandat français, et donc les livres de jurisprudence et de doctrine pouvaient être en français et en arabe, la loi libanaise ayant été inspirée du code napoléonien et des lois françaises. Et moi, face à lui, en 3 langues. Mais ce qu'il y a à retenir de cette image-là, c'est qu'à l'intérieur de la maison, c'était le règne des mots, alors que dehors, c'était le règne des armes. Des mots en 3 langues, alors que dehors, peut-être des personnes qui parlaient la même langue ne se comprenaient pas. Des mots pour dire l'absurdité de ce monde, l'absurdité dans laquelle des peuples peuvent être plongés, des mots pour conjurer des fois l'absurdité de ce monde et s'accrocher au pouvoir des mots, quand dehors, ce n'est pas les mots qui font la loi. Il faut dire qu'à la fin de mes études, après avoir fini mes études, la petite fille, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les tablettes, il n'y avait pas non plus les télés par satellite, il y avait des livres en 3 langues que l'on m'a donnés aussi. Mais la petite fille a été vers une bibliothèque en couleur, bibliothèque en rose et en vert, qui lui a semblé beaucoup plus séduisante que d'autres. Et donc, la bibliothèque rose, c'était Bibi et Potiron, c'était le clan des 5, le club des 7,
Il y avait aussi Martine, Bob et Bobette, Sidonie. C'était un monde enchanté, un monde tout mignon, qui me semblait beaucoup plus beau que ce qu'il y avait à l'extérieur. Il y avait bien sûr Tom and Jerry aussi, il y avait Bobby Brown, un peu d'anglais. Et puis, après avoir lu ces livres, bon, il y a eu après La Comtesse de Ségur, mais à la télé, qu'est-ce qu'il y avait à la télé? Il y avait aussi Chantal Goya, qui se souvient de Chantal, Casimir, Le soulier qui vole, La forêt enchantée, et Le lapin qui tue un chasseur. C'est sympa, un lapin qui tue un chasseur. Mais rassurez-vous, je ne suis pas restée à Chantal. Plus tard, j'ai évolué, l'adolescence, alors les lectures ont continué. À l'adolescence, la guerre était terminée. C'était une période un peu d'insouciance. On recherche sa liberté. On a envie de s'évader, d'avoir de grandes idées. Alors oui, Rousseau, et puis Voltaire, et puis etc. Mais l'adolescence, c'est aussi les séries américaines. C'est Beverly Hills, c'est Melrose Place, c'est Friends, c'est tout le cinéma américain, c'est tous les chanteurs américains. L'adolescence, c'était une période de légèreté et d'insouciance, quand les bombes s'étaient tues. Le français, c'était donc mon monde enchanté. L'anglais, c'était Entertainment Tonight. C'était mon monde de divertissement et d'insouciance. Et la langue arabe. Je ne vous ai pas parlé de la langue arabe. Et pourtant, elle était omniprésente. C'est la langue maternelle qu'on ne ressent pas le besoin de justifier. C'est la maison en feu, au fait. C'était la Dorothée libanaise Maha Selma qui raconte la guerre avec des mots d'enfant et en chansons patriotiques. C'est le JT de 20 heures qui égrenait les morts, les blessés. C'est la langue des politiciens honnis, corrompus. La langue arabe, c'est la famille. Famille, je ne t'ai pas choisi. Famille, je t'aime. C'est aussi la langue de tout l'amour que j'ai reçu. C'est toute la chaleur dont j'ai été entourée. Mais une famille, des fois, on a des fois l'image d'un enfant malade qu'on rêve un jour de voir en bonne santé. Une famille, peut-être un enfant turbulent qu'on rêve de voir assagi un jour. On voudrait ne plus se faire de soucis pour lui. Alors la langue arabe, cette famille, moi je la rêve, en français évidemment, parce que c'est dans cette langue-là que j'ai appris à rêver. Cette langue qui m'a protégée, qui m'a maternée, qui m'a donné un regard plus coloré, plus beau, qui m'a donné envie de regarder et de sourire vers l'avenir. Et donc cette langue-là, moi j'ai décidé, je n'ai pas décidé, je l'ai apprise à l'école, mais j'ai décidé de me l'approprier et d'en faire une langue élue, choisie, d'en faire une deuxième langue maternelle, tout simplement. Et qui a dit qu'on ne devait avoir qu'une seule langue maternelle? Des fois, on rencontre des amis et ces amis, on les choisit. Ils deviennent notre deuxième famille. C'est pareil pour une langue. On a une première famille, on en a une deuxième. Et donc, cette langue-là, cette francophonie, comment je la vis? Auteur francophone, que m'évoque cette étiquette? Quelle différence entre moi et un auteur français qui écrirait un livre en langue française? J'ai un regard très serein sur cette étiquette-là. Aucun regard discriminatoire, parce que pour moi, être un auteur francophone, c'est tout simplement, cela veut dire que j'ai appris à réfléchir en 3 langues, en anglais, en français, en arabe, que ma pensée s'est structurée en 3 langues, que j'ai donc eu accès à 3 cultures, et que ce sens qui s'est construit, basé sur 3 cultures, j'ai décidé, sciemment ou inconsciemment, qu'importe, de mettre des mots dessus, en français. Ma langue maternelle, que j'ai donc choisie. Ma deuxième, parce qu'il faut dire que cette langue s'ajoute à mes 2 autres langues. Aucune culture n'est inférieure à une autre. Non, étiquette d'auteur francophone, ce n'est pas discriminatoire. Au contraire, pour moi, c'est une richesse, parce que ma francophonie est englobante d'un multilinguisme, d'un multiculturalisme. Le français, pour moi, n'est par exemple pas ennemi de l'anglais dans mon imaginaire. S'il y a une chose à laquelle ma francophonie s'oppose, ce serait peut-être l'usage d'une langue instrument véhiculaire, d'une langue de la mondialisation, qui serait le globish English, cet anglais d'aéroport. Oui, parce que pour moi, une langue, c'est un accès. C'est l'accès à d'autres cultures, c'est l'accès à d'autres langues maternelles. Et donc, quand on apprend juste les rudiments d'une langue, on reste à un stade superficiel. On ne connaît pas vraiment l'autre. Nous restons des étrangers l'un à l'autre. Si je ne connais pas ta langue maternelle, tu ne connais pas la mienne. Nous allons parler en anglais ensemble, juste pour se comprendre avec des rudiments, ne pas vraiment se connaître. On va toujours savoir que nous sommes des étrangers. Alors pour moi, la langue n'est pas qu'un instrument de communication.
La langue, c'est une arme, la plus belle que l'on ait inventée, pour aplatir des frontières, pour s'approprier des cultures, pour habiter des territoires, pour habiter son monde et se sentir de moins en moins étrangers l'un à l'autre. Voilà, donc l'auteur francophone que je suis, et la francophonie pour moi, ça veut dire un multilinguisme. Parce que quand on connaît beaucoup de langues, quand on se sent de moins en moins étranger l'un à l'autre, on sent tout simplement qu'on est puissant. On peut aller partout dans le monde et se sentir chez soi, a priori, parce qu'on ne se sent pas étranger. C'est un peu une métaphore, j'ai pensé à une métaphore, celle d'hommes et de femmes augmentés. Quand nos aptitudes cognitives sont amplifiées, et cela par la connaissance d'autres cultures, par la compréhension d'autres personnes, alors on peut dire qu'on se sent plus puissant, plus fort dans ce monde. Et c'est ça pour moi que cela inspire, le fait d'apprendre de nouvelles langues. J'ai un petit... Donc voilà, je voulais vous dire que pour moi, le multilinguisme, je pense que ça fait de nous des hommes et des femmes augmentés. Et si j'ai un regret à ce stade-là, c'est de n'être que trilingue. J'aimerais beaucoup apprendre d'autres langues, devenir polyglotte, pour pouvoir aller dans des pays dont je ne connaîtrais pas la langue et me sentir chez moi aussi, pour mieux comprendre les autres. Parce que communiquer à travers une langue instrument, c'est vrai que ça permet une bonne communication, mais ça n'assure pas une bonne intercompréhension. Et il faut admettre que l'incommunication guette au bout du fil. Alors pour moi, les langues, c'est une façon de se sentir puissant, de se sentir fort, de se sentir riche. Le multilinguisme m'a formée. Mes 3 langues se sont agrégées dans mon cerveau. Elles ont fait celle que je suis aujourd'hui, celle qui se sent plus libre, plus forte, d'habiter dans ce monde, d'aller et de venir, de ne pas me sentir étrangère. Les langues, c'est une façon pour moi de jouer, de mélanger les cases, de mélanger les lignes et de me sentir bien libre, de rêver dans une langue, d'écrire dans l'une, d'aimer dans une troisième, d'insulter dans une quatrième, et tout naturellement de venir devant vous et de faire ce TED Talk en français, évidemment et naturellement. Je vous remercie.